Bonjour tout le monde, j'ai reçu par courrier une assignation. C'est enfin la preuve réelle, factuelle, avec un élément que les plaintes de M. Aberkan sont réelles. Il y a vraiment une plainte qui va passer devant un tribunal. Sauf que là, on est devant le tribunal de commerce de Paris. Alors, on n'est pas au niveau des prétentions, des annonces fracassantes, de grands coups de filet et de plaintes pour association de malfaiteurs, pour diffamation, on nous promettait des attaques au pénal, et là, c'est pas le cas. On n'est pas sur du pénal, on est sur du civil. Et donc, ce qui s'est passé, alors, c'est pas sûr, parce que moi, je n'ai pas accès au secret de l'instruction des choses qui ont été faites en amont, mais on est quand même plus d'un an après le coup de filet annoncé en avril dernier. Et donc, on peut s'attendre à ce que M. Aberkan ait posé des plaintes, qu'il se soit constitué partie civile, et qu'en fait, ces plaintes, on les a envoyées bouler parce que c'était pas crédible, et qu'il se retrouve un an plus tard, faute de mieux, à m'assigner devant le tribunal de commerce parce que les autres tentatives n'ont pas fonctionné. C'est l'hypothèse que j'ai. Il a prétendu sur Twitter, lorsque j'ai annoncé avoir reçu ce document, que je mentais parce qu'il y avait d'autres annonces, d'autres plaintes qui allaient venir. Alors, j'aurais menti si j'avais affirmé qu'il n'y avait pas d'autres plaintes, juste moi je ne les vois pas. Et il se trouve que si un juge d'instruction a été saisi pour les plaintes énoncées, il a pu décider que c'était ridicule et donc de ne pas instruire. Il a pu décider d'instruire et prononcer un non-lieu, ou il a pu décider d'instruire et éventuellement ensuite décider que j'étais susceptible d'être un suspect et donc de me demander des comptes en tant que témoin assisté ou en tant que suspect. Et ça n'est pas arrivé en fait. Donc je vous rendrai compte de tout ce qui se passe. Et si ça ne vous intéresse pas cette affaire, je vous comprends. N'empêche que moi je vais vous lire des extraits de ça, parce que cette assignation signée, attention, tenez-vous bien, Fabrice Divisio, est un torchon absolu. On est dans une affaire où, depuis des années, j'ai critiqué les mensonges, les arrangements de M. Aberkan avec la réalité par rapport à son parcours académique, par rapport à ses diplômes. C'est maquillé, il y a des arrangements, et je l'ai dit il y a maintenant des années. Je le maintiens. J'ai tous les témoins du monde académique possible. Vous n'en trouvez pas un seul qui l'ait défendu. Il n'y a pas un seul prof d'université, pas une seule institution, pas une seule société savante qui ait pris la défense d'Aberkan. Par contre, de l'autre côté, des gens qui disent en effet que ça ne va pas et qui se joignent à moi, il y en a plein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il peut se défendre sur le fond, mais ce n'est pas ce qui se passe. Cette action en justice, c'est très exactement une procédure bâillon, et je vous dirai pourquoi. Donc, il va se passer que maintenant, en juillet, il y aura un premier rendez-vous entre les deux parties pour discuter de est-ce que cette assignation est recevable, est-ce qu'on la juge, comment on la juge. On verra bien. Moi, la stratégie de la défense, évidemment, je ne suis pas là pour vous en parler. C'est mon avocat, Maître Lantéry, qui va s'en charger. Il fera ça très bien, bien mieux que moi. Moi, j'ai envie de vous livrer un petit peu l'analyse qu'on peut faire lorsqu'on est à ma place, de porter une critique, faire des analyses sur le contenu, sur le discours, sur les manipulations d'un monsieur qui a beaucoup d'influence sur Internet, et ce qu'on est en droit d'attendre, éventuellement, lorsqu'il produit des réponses. Les rares fois où il a répondu, vous avez pu constater que ce n'était pas au niveau. Et là, on a enfin un élément concret, et ça passe par Maître Divisio, qui lui-même a eu plein de problèmes avec son ordre, un avocat, je veux dire, au diapason de ses clients. En tout cas de celui-ci. Et donc, je vais vous lire un petit peu. Assignation devant le tribunal de commerce de Paris donne assignation à moi, Thomas Durand, en tant que personne physique et aussi en tant qu'entrepreneur individuel. Ok, à comparaître le jeudi 6 juillet. Quelqu'un me représentera parce qu'il faut respecter cette institution. Et quand on respecte cette institution qui est un tribunal de commerce, on le saisit pour des affaires de commerce, de litige, de concurrence, etc. On ne fait pas appel au tribunal de commerce pour régler des problèmes de diffamation et des problèmes de mésentente. C'est un manque de respect pour cette institution. Et je crois que c'est ce qui se passe. Et j'espère que cette institution va réagir en signifiant clairement aux plaignants
qu'il ne faut pas instrumentaliser la justice, il ne faut pas instrumentaliser un tribunal qui n'est pas compétent dans cette affaire, mais il faut punir ceux qui abusent de la justice. Le nœud de l'affaire, c'est que je suis ici accusé, au-delà de tout ce que j'ai pu faire comme contenu, pour un cas très particulier qui est le documentaire produit par Wendy Wassenaar, qui s'appelle, chapitre 1, Enquête financière sur les entreprises d'Idriss Aberkane. Et vous savez que j'ai été accusé d'être à la manœuvre, d'être celui qui a produit, conçu, imaginé cette enquête. C'est moi qui en serais l'artisan. Alors qu'en fait, Wendy, c'est une grande fille, hein, et elle avait ça toute seule, elle avait envie de le faire. Et moi, j'ai partagé ce travail, parce qu'en effet, je pensais qu'il méritait d'être vu. Ça ne veut pas dire que je valide tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est une enquête à charge qui mériterait que des éléments soient vérifiés. Et c'est très simple pour M. Aberkane d'apporter des éléments de réponse sur les activités de son entreprise au Sénégal. Je n'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. Il préfère attaquer en justice. Et je sais que la même assignation a été reçue par d'autres personnes que moi. Et donc moi, je vous en livre lecture. Donc, M. Durand a visé plusieurs fois M. Aberkane sous la forme de tweets ou encore dans le cadre de l'enregistrement radio. Dans les pièces, il y a des tweets et il y a mon passage radio sur Radio Maghreb 2 qui m'avait invité parce qu'ils en ont un petit peu gros par rapport à Aberkane qui joue la carte du racisme quand on le critique. Eux, ça les saoule un petit peu, enfin beaucoup en fait. Donc ils m'avaient invité et j'avais dit ce que j'avais à dire. Dans cette assignation, donc on cite quelques tweets que j'ai écrits et puis on dit ceci. Le 2 avril 2022, c'est moi, publie cette fois sur son blog La Monasturiste la transcription écrite intégrale de la vidéo de Wendy Wassenaar, faisant ainsi le relais des mêmes propos s'agissant du demandeur. Et donc on a les extraits du texte écrit par Wendy que j'ai proposé d'héberger pour que les gens qui voulaient avoir accès aux sources puissent le faire. C'est plus simple d'avoir accès aux sources sur un texte, un blog où vous avez des hyperliens que sur une vidéo YouTube où on ne peut pas mettre des liens externes pour que les gens aillent se renseigner. C'était dans l'intérêt de la vérité que j'ai fait ça. Après avoir cité ce texte dont je ne suis pas l'auteur, un texte que M. Davisio appelle la transcription écrite intégrale, on a cette phrase « Il explique qu'Idriss Aberkane plumait ses sociétés ». Donc le « il », je ne vois pas ce que c'est, le « il ». Le « il », c'est forcément moi, je suis le seul élément masculin du dossier. Le « il », c'est pas Wendy, et le « il », c'est pas la transcription. Et pourtant, les éléments de la phrase sont des éléments tirés du texte de Wendy. Ce pas des propos que j'ai tenus moi, c'est des propos que j'ai relayés. Donc il, donc moi, explique, et c'est pas vrai, qu'Idriss Aberkane plumait ses sociétés, se débarrassait des associés trop gênants, établissait ses sièges sociaux dans des cantons plus favorables fiscalement et créait de fausses factures ou des certificats non conformes. Non, j'ai pas dit ça, j'en sais rien, mais il y a de bonnes raisons de porter de tels soupçons, selon Wendy. Elle a des éléments et le documentaire en parle. Et ça, ces éléments-là, ça ne concerne pas un tribunal de commerce, en fait, puisque ce sont à la rigueur, ce sont des diffamations, si il veut porter plainte. Et les diffamations, c'est pas un an après les faits. Hein. Donc il fallait se réveiller, il fallait faire votre travail en temps et en heure. Hein. En somme, non seulement M. Durand tient et relaie, des propos dénigrants à l'égard de M. Aberkane, mais surtout à l'égard de ces sociétés, ce qui ne saurait être sans préjudice économique. C'est en l'état que se présente l'affaire. Et là, vous avez, je crois maintenant compris ce qu'il en est. C'est une assignation pour essayer de transformer ce qui est un conflit, donc, d'opinion, qui pourrait se régler dans des débats, ou pas, parce que débattre n'est pas toujours la bonne idée, mais qui pourrait se résoudre en répondant via des vidéos, via des blogs, via des textes aux propos des uns et des autres, et d'amener ça devant le tribunal, en assortissant cela, vous verrez à la fin, de demandes de réparation, donc de demandes d'argent astronomiques, dans le but de faire taire la critique. Si moi j'étais impressionné par ce type de document, je m'empresserais peut-être de retirer les vidéos, de me taire, de m'excuser parce que je ne veux pas de problème, parce que je n'ai pas l'argent qu'on me demande. Voilà, pour l'instant que je ne suis pas influençable, impressionnable à ce point-là,
Mais c'est l'effet attendu de ce type de démarche, me semble-t-il, puisque le tribunal qu'on a convoqué n'est pas compétent en réalité pour cette affaire. Donc après, on a une discussion sur la qualification de l'acte, et c'est là où tout est intéressant. Pourquoi suis-je poursuivi? Pourquoi suis-je assigné? Pas pour avoir menti, pas pour avoir commis des actes illégaux, pas pour avoir blanchi des fausses informations, parce que c'est l'accusation qui a été lancée par M. Aberkan sur les réseaux. M. Aberkan passe son temps à m'accuser de plein de choses, d'ailleurs. Hein. Donc peut-être qu'on pourra en parler. Mais je suis poursuivi ici, tenez-vous bien, pour acte de concurrence déloyale par dénigrement. Et moi, je suis désolé, mais je ne fais pas le même métier que M. Aberkan. On n'est pas des collègues, on n'est pas des concurrents. Je ne fais pas dans le coach de vie, dans le bouquin de développement personnel où on promet des choses impossibles avec le cerveau des gens. Je ne fais pas des vidéos de géopolitique où je donne mon avis sur la crypto-monnaie, où j'annonce que les Américains ont tort, que jamais Poutine ne va envahir l'Ukraine. Vérifier, c'est ce qu'il disait avant que ça se produise. Donc le niveau de compétence est au diapason. On n'est pas... moi, je fais de la zététique. Donc il suffirait qu'il arrête de dire des conneries sur les sciences pour que moi, je n'ai plus rien à dire sur ce monsieur. Parce qu'en fait, on ne fait pas le même métier, du tout. Donc, acte de concurrence déloyale. On habille sous cette qualification le conflit pour que ce tribunal de commerce puisse éventuellement imaginer être compétent. Donc du coup, après, on a des descriptions de l'acte de dénigrement, de la jurisprudence, du blabla juridique, pas très intéressant en ce qui me concerne, mais les avocats pourront, devant le tribunal, dire si c'est pertinent de justifier avec ces éléments-là, d'aller devant ce tribunal pour faire cela. Ils anticipent ma critique, c'est qu'il y a une phrase écrite en gras. Néanmoins, selon la jurisprudence, l'absence de concurrence ne fait pas obstacle à une action de dénigrement. Donc, ils admettent que potentiellement, je ne suis pas du tout un concurrent de M. Aberkan, mais que quand même, puisque mes propos peuvent être du dénigrement, alors ça rentre dans la case. Bon, c'est bancal. Alors, j'ai fait dire ça, évidemment, à des gens qui s'y connaissent, et j'ai entendu les mots « mauvaise foi »,« torchon » et « pire truc que j'ai lu de ma carrière ». Voilà. Bon, donc, je ne vais pas tout lire, évidemment. M. Thomas Durand a explicitement remis en doute l'existence des entreprises de M. Aberkan, l'existence des activités, en fait, des entreprises, parce que j'ai pas de preuves. De surcroît, M. Durand a de manière très explicite traité M. Aberkan de charlot. Alors, non, c'était implicite, c'était pas explicite. C'est-à-dire que j'ai dit que c'est dommage pour beaucoup de gens de faire confiance à M. Aberkan dans la mesure où il y a des gens qui ne sont pas des charlots qui mériteraient qu'on les écoute. Donc, en fait, c'était implicite et pas explicite. C'est un jugement que je porte. Et dire que M. Aberkan serait un charlot, je ne dis pas que c'est un escroc. L'escroc, c'est plus grave. Charlot, c'est un mec qui raconte des cracks et n'importe quoi. Il parlerait de santé, et ça lui est arrivé, il serait un charlatan. Et quand il ne parle pas de santé, c'est juste un charlot. Je ne vois pas en quoi le tribunal de commerce est pertinent pour venir me taper sur les doigts et m'empêcher de le faire. Bon, les pages s'enchaînent. Il y a 18 pages sur ce document où on tente de démontrer que l'acte de dénigrement est caractérisé. Mais, et c'est là où moi je voulais vous lire, le truc c'est que j'ai 1, 2, 3 paragraphes. On a 3 paragraphes très intéressants. Messieurs Aberkan et Divisio sont bien prudents en fait. Ils ont bien décidé qu'on n'allait pas s'intéresser au fond du propos que je tiens, parce que, au demeurant, dit M. Divisio, il convient par ailleurs de noter que même si ces propos étaient vrais, fondés, la partie adverse, donc moi, est condamnable si l'on s'en tient à la jurisprudence. Donc, monsieur, un tel, il me traite de charlot. Et peut-être que c'est vrai, mais même si c'est vrai, c'est pas bien. Comme cela fut précédemment indiqué, il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné, que l'information soit fondée ou non, qu'importe son contenu. Donc, si c'est du dénigrement de dire qu'un charlot est un charlot, les tribunaux vont être pleins très très vite. Parce que, évidemment, qu'il y a des charlots, qu'ils existent, qu'il y a des menteurs. Et évidemment qu'il faut le dire. Quand on voit un propos faux, incorrect ou un CV maquillé,
Évidemment qu'il faut le dire, sinon alors on ne dit plus rien et on laisse tous les menteurs dire des énormités, être crus, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que des gens mentiraient, et c'est la fin du monde. Hein. Le juge ne cherche pas l'exactitude des informations publiées. On demande au juge de ne pas s'intéresser au fond. C'est formidable. Le fait de jeter le discrédit sur un concurrent, je ne suis pas un concurrent et vous le savez, en divulguant à son encontre des propos dénigrants à son endroit, en délivrant à son encontre des propos dénigrants à son endroit. Monsieur Division ne s'est pas relu. Fabrice, je suis désolé, rassurez-moi, soyez bon à l'audience. Le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son encontre des propos dénigrants à son endroit suffit à constituer un dénigrement, quand bien même, Fabrice, les informations sont exactes. Ça fait 3 fois qu'ils nous disent peut-être que c'est pas grave si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ne vous intéressez pas au fait que ce soit vrai, ce qu'on raconte sur les possibles malversations, sur les possibles magouilles. C'est pas important. Juste, il fallait pas le dire. De fait, même si M. Aberkan était sujet à une procédure judiciaire, parce qu'il est poursuivi en Suisse notamment, et il va l'être en France, croyez-moi, au moins une fois, la partie adverse n'en serait pas moins condamnable. On n'a pas le droit de dire que M. Aberkan est poursuivi en Suisse pour des affaires où ses anciens associés quand même considèrent qu'il n'a pas géré l'argent comme il faut et qu'il a confondu sa poche avec la caisse. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc si c'est vraiment ça, ouais, c'est gênant que ça se sache parce que du coup pour le business c'est embêtant. La plupart des gens préfèrent travailler avec des gens honnêtes. Hein. Une telle action serait inutile en ce que cela ne ferait pas obstacle aux sanctions encourues par les auteurs dénigrants. Il sied de rappeler que le simple fait de faire la publicité d'une procédure judiciaire en cours est constitutif d'un dénigrement. Le simple fait de faire la publicité d'une procédure judiciaire en cours est constitutif d'un dénigrement. Je vais passer à l'image. Quelques occurrences, des fois où M. Aberkan a tenu à rassurer son public en me rabaissant personnellement, en rappelant que j'étais sous le coup d'actions judiciaires. M. Aberkan s'est rendu coupable de dénigrement, si j'en crois M. Divisio. Et pourtant, je ne vais pas le traîner devant le tribunal de commerce en ce qui me concerne. Le message de Fabrice Divisio au juge, c'est « Ne vous intéressez pas au fait, ne regardez pas si mon client éventuellement est un petit peu un magouilleur bizarre, mais M. Durand, il n'avait pas le droit de le dire. Nananaire. » Je vous passe la page 13. Mais je tenais à vous lire cette phrase quand même. L'avocat de M. Aberkan, Fabrice Divisio, déclare ceci au tribunal de commerce, ouvrez les guillemets. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui doutent de l'honnêteté de M. Aberkan, qui porte une étiquette d'escroc et de menteur. Fabrice Divisio, 2023. Je n'ai rien à ajouter. En jetant une suspicion sur le caractère licite des activités de M. Aberkan, je n'ai pas fait ça, moi je me suis interrogé sur l'existence des activités de M. Aberkan. Il est clair que M. Thomas Durand souhaite ternir la réputation de M. Aberkan et de ses sociétés, dont Scanderia. Je m'en fous de Scanderia, ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse aux propos d'Aberkan. Au demeurant, des tweets du 28 mars 2022, mars, font état des sociétés de M. Aberkan et notamment de la société Scanderia, qui seraient des sociétés fictives par lesquelles M. Aberkan se rendrait coupable de fraude fiscale. Moi, je n'ai jamais écrit ça. C'est là, page 18, le 4e paragraphe, où on nous rappelle que les propos que je tiens, on ne veut pas savoir s'ils sont vrais ou faux. Si l'on s'en tient à la jurisprudence susmentionnée, quand bien même, c'est bien d'avoir mis le même, quand bien même les propos seraient avérés, fondés, ils ne resteraient pas moins condamnables, tout comme le fait de relayer que la société est sujette à une procédure judiciaire afin de jeter le discrédit. Donc on nous parle d'un préjudice économique, et je vais vous livrer les chiffres, mesdames et messieurs, parce qu'il faut des chiffres, il faut parler dans le concret. J'aurais produit, par mes propos critiques à l'encontre des discours et de la rhétorique de M. Aberkan, un préjudice économique estimé à 593 000 € à minima, à parfaire. Ce qui implique que ça, on va me le réclamer, cet argent.
Donc, on est quand même sur une activité. M. Aberkan gagne beaucoup d'argent. Peut-être qu'il pourrait se payer un avocat qui sait écrire. Les préjudices liés à la présomption de perte de vente des livres et conférences. J'aurais fait perdre des ventes de livres et de conférences. Liés aux actes répétés de concurrence déloyale, lesquels seront coupables d'actes de concurrence déloyale depuis de nombreuses années, causant un préjudice largement évolutif. Et là, j'aurais coûté à M. Aberkan 200 000 € à parfaire. Le préjudice d'image et moral, lui, s'élèverait à 200 000 € également. Le préjudice de la société Scanderia, c'est aussi un préjudice d'image, est estimé à 50 000 €. C'est des gros chiffres, hein. Par conséquent, les faits de dénigrement sont de nature à porter un préjudice économique certain à M. Aberkan, outre une atteinte à son image et un dommage moral évident. Autant de préjudices qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 200 000 € pour M. Aberkan et de 843 000 € à la société Scanderia. On me réclame 1 043 000 €. Alors, je pourrais être impressionné et avoir peur si je pensais qu'il y avait la moindre chance qu'un tribunal de gens raisonnables pense que cette demande est judicieuse. Alors après, on me demande 10 000 € pour couvrir les frais d'avocat. Ça coûte cher, cet avocat. Bon, on me reproche une concurrence déloyale alors que je ne suis pas concurrent. On maquille une affaire qui ressemble à une plainte en diffamation, qui peut se justifier. Il estime être diffamé, il a bien le droit de porter plainte, mais il y a des règles pour ça. Et il fallait faire ça dans les 3 mois. Il y a un délai de prescription. Et donc on transforme ça, parce qu'on ne peut plus le faire, on demande devant un tribunal de commerce pour concurrence déloyale, tout en affirmant dans le texte qu'il peut y avoir dénigrement, même s'il n'y a pas concurrence, tout en rappelant à 4 reprises, en 4 paragraphes, que même si ce que je dis est vrai, il faut me condamner quand même. Ceux qui s'intéressent à la vérité plus qu'aux égaux trouveront peut-être assez piquant et ironique que dans l'acte d'assignation de M. Aberkan, on ne veut absolument pas parler de ce qui est vrai, de ce qui est faux. On veut parler uniquement du préjudice pécuniaire que j'aurais provoqué chez M. Aberkan. En gros, Aberkan, il est là pour le fric. La vérité ne l'intéresse pas. Et puisque moi, je fais entrave à la bonne marche de son business de désinformation, alors je dois payer. Voilà, je vous retranscris ce qui se passe. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant de la suite. Le feuilleton zététique judiciaire va continuer. Je suis extrêmement serein parce que j'ai un avocat et parce que grâce à vous, nous avons une cagnotte pour régler, non pas pour payer les dommages. Si je suis condamné, c'est moi qui paye, c'est la loi. Mais par contre, pour payer les frais de justice autour et organiser notre défense, parce que là, on a attaqué salement, grâce à vous, je suis extrêmement serein. Nous sommes tous sereins dans l'équipe. Mais une affaire de ce genre, placée devant un tribunal de commerce où les juges ne sont pas des magistrats pros, mais sont des gens de la société civile qui assurent le rôle de juge dans ces affaires-là, ce type d'affaire de concurrence déloyale, en fait, a déjà été remporté par des escrocs qui utilisent cette méthode. Et ça, je vous en parlerai parce que nous allons faire une émission avec l'équipe de Signal Arnaque, qui ont un site où ils dénoncent des arnaqueurs et parfois subissent des attaques, et en général subissent des attaques devant le tribunal de commerce pour parasitisme et pour concurrence déloyale. La Mivilude également reçoit ce type d'attaque. C'est l'archétype même, à côté de l'attaque en diffamation, c'est l'archétype même de la procédure Bayon qui est utilisée et qui parfois malheureusement, parce que justement l'argument de dire on ne s'intéresse pas à ce qui est vrai peut fonctionner dans ce cadre-là, alors il y a un risque que le demandeur gagne. Alors, s'il gagne et qu'il réclame 1 million d'euros et que je suis condamné à payer 1 million d'euros, on fera des recours partout où il faut, et évidemment on finira par gagner. Mais on ne prend pas ça à la légère, on prend ça au sérieux, c'est une affaire sérieuse, on va respecter l'institution, et donc on va travailler avec l'avocat pour répondre à ce torchon, pour donner au juge toutes les bonnes raisons de traiter
ce document avec le niveau de respect et de considération qu'il mérite, ni plus ni moins. On va laisser passer l'audience du mois de juillet et je reviendrai dans des vidéos courtes pour vous expliquer ce qu'il en est. Et on ira jusqu'au bout et vous aurez toute l'histoire avec le maximum de transparence. Je m'y engage et vous voyez bien que c'est le cas. De l'autre côté, à part affirmer qu'il y aura une plainte pour association de malfaiteurs et pour diffamation au Sénégal, on n'a rien vu. On verra bien. Moi, je serais extrêmement surpris que ce soit vrai. Et si c'est vrai, on le traitera avec diligence, bien sûr. Bon, là-dessus, je vous laisse. Bonne fin de journée tout le monde. Des bisous si vous en avez envie. Et puis, à très bientôt. Pensez à vous abonner, à vous réabonner et à nous soutenir sur les plateformes dédiées à cette fin. Parce que sans vous, on ne peut pas avoir le temps de travailler. Des bisous.